est une société d'ingénierie conseil qui accompagne les services d'eau pour améliorer les performances de leur réseau d'eau potable. Donc concrètement, ça consiste à mettre en place des stratégies pour réduire le volume des fuites, augmenter la facturation et planifier les investissements dans le temps pour la maintenance et le renouvellement des infrastructures. Nous sommes présents au Mexique depuis 2022. Alors nous sommes arrivés dans le cadre d'un projet FASEP. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cet outil, c'est un financement de Bercy, du ministère de l'économie français, qui permet de faire d'une pierre deux coups puisque ça participe à l'aide au développement de la France et en même temps ça permet de financer un projet d'une entreprise française. Donc concrètement, l'idée, c'est plutôt que de donner directement l'argent au gouvernement bénéficiaire, l'État français subventionne un projet qui est réalisé par une entreprise française et qui a un impact social ou environnemental qui soit positif. Donc dans notre cas à nous, il s'agissait d'un projet intégral de réduction des fuites sur le réseau d'eau potable de San Miguel de Allende, dans le Guanajuato. Donc c'est un projet que nous avons réalisé de 2022 jusqu'à avril 2023 et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel pour nos activités au Mexique et c'est pourquoi je suis revenu pour être basé à temps plein à Mexico à partir d'octobre 2023. Et donc depuis cette date, nous avons eu l'occasion de travailler à nouveau avec San Miguel de Allende pour faire leur programme de renouvellement des réseaux d'eau potable. Ça, c'était pour l'année 2024. Et actuellement, nous sommes en train de réaliser un projet d'amélioration des performances des systèmes d'eau des villes de Toluca et Tultitlán, dans l'Estado de México, qui est la grande banlieue autour de Mexico City. C'est un projet qui est financé par la Banque interaméricaine de développement et que nous réalisons en collaboration avec l'Institut méditerranéen de l'eau, dont je sais que le président Alain Messonnier est avec vous ce soir, donc j'en profite pour le saluer. Au Mexique, nous avons de fortes disparités territoriales en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Alors, pour le faire de façon très schématique, le centre et le nord du pays concentrent 80% de la population et contribuent à hauteur de 80% du PIB, mais ne dispose que de 30% des ressources en eau. Et le sud, à l'inverse, qui dispose de 70% des ressources, ne concentre que les 20% de la population restante et ne contribue qu'à hauteur de 20% pour le produit intérieur brut. Donc on a vraiment une disparité territoriale en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Après, c'est vrai que l'année dernière, en 2024, l'ensemble du pays a été touché par une sécheresse très importante. On avait à peu près 74% du territoire qui était touché. Et la situation est devenue tellement critique que les autorités ont redouté le jour zéro pour la zone métropolitaine de Mexico qui était prévu le 26 juin. Alors le jour zéro, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé à Cape Town en Afrique du Sud en 2018. C'est tout simplement quand on n'a plus assez d'eau pour la faire arriver jusqu'au robinet. À Mexico, on a 70% des ressources qui proviennent des nappes phréatiques, ce sont des eaux souterraines, et 30% de l'eau qui provient du système Lerma Cutzamala. Alors c'est un des plus gros aqueducs au monde. On parle de à peu près 300 km de canalisation. Donc l'idée c'est de faire venir ces eaux de barrage jusqu'à Mexico et sa banlieue. Donc 300 km de canalisation, il faut la faire pomper, il faut pomper cette eau-là sur 1000 mètres. Donc ça représente une consommation énergétique monumentale. On estime que la consommation annuelle du système Cutzamala est à peu près équivalente à celle de la ville de Puebla en termes d'électricité. Puebla, c'est une ville d'1,5 million d'habitants, donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas rien. Et en fait, quand je vous parlais du jour zéro là, qui était prévu pour le 26 juin, c'est-à-dire que les prévisions qui étaient faites nous disaient que les barrages n'auraient plus d'eau pour cette date-là. Et donc on aurait eu tout l'ouest de la ville de Mexico et la proche banlieue, donc ce qui représentait à peu près 7 millions d'habitants qui se seraient retrouvés du jour au lendemain sans eau. Donc ça aurait été absolument dramatique. Et ce qui nous a sauvés finalement, c'est que le mois de juin 2024 a été le plus pluvieux jamais enregistré au Mexique. Alors malheureusement, comme je vous le disais, nous avons été sauvés cette fois-ci, mais les problèmes structurels demeurent. En effet, même si le Mexique a sacralisé le droit à l'accès à l'eau dans sa constitution, à l'article 4, on a encore aujourd'hui 12 à 15 millions de Mexicains qui souffrent de manque d'eau. Donc concrètement, ce manque va se traduire par un service qui est intermittent. Et donc ces personnes, beaucoup d'entre elles dépendent des camions-citernes qui bien souvent sont privés, qu'on appelle des pipas, et qui est bien sûr beaucoup plus cher que l'eau du robinet. Alors pour vous donner un exemple, dans une étude que j'ai trouvée qui date de 2012, les ménages en zone urbaine en situation de pauvreté au Mexique dépensaient jusqu'à 3,4% de leurs revenus pour obtenir de l'eau potable, contre 1,8%
pour le reste des ménages. Alors c'est 3,4%, ça paraît peu, mais ce n'est pas rien puisque le programme des Nations Unies pour le développement dit qu'il faut éviter d'avoir plus de 3% du revenu qui soit dédié à l'alimentation en eau potable. Et malheureusement, la situation a eu tendance à se dégrader en raison de la sécheresse qu'on peut vivre ici au Mexique. Là, dans un reportage de 2021, plusieurs familles d'Ecatepec. Alors Ecatepec, c'est une ville qui se situe dans la grande banlieue de Mexico, au nord-est de la ville, donc on parle à peu près de 1,5 million d'habitants. Donc plusieurs familles exprimaient le fait qu'elles dépensaient entre 1000 et 1100 pesos par mois pour pouvoir avoir de l'eau potable grâce aux pipas. Et donc ce montant représente en fait 10% du salaire minimum mensuel. Donc c'est absolument colossal, d'autant plus que dans la zone métropolitaine de Mexico City, l'eau du robinet n'est pas potable, donc les gens dépendent de garrafones, donc ce sont des bonbonnes de 20 litres que nous sommes contraints d'acheter. Et il faut savoir que le litre en garrafone peut être jusqu'à 70 fois plus cher que le litre qui est distribué via le réseau d'eau potable. Alors dans cette partie, je vais me concentrer essentiellement sur l'usage urbain en ce qui concerne l'eau. Donc concrètement, l'usage urbain, c'est l'eau potable, c'est-à-dire ce sont les réseaux qui amènent l'eau jusqu'à nos maisons. Pour vous donner une idée du panorama général, au Mexique, cet usage représente à peu près 20% des consommations. L'éléphant dans la pièce, c'est réellement l'agriculture qui représente à peu près 70% des prélèvements dans le milieu naturel. Et enfin, le 10% restant se partage entre le secteur industriel et la production d'énergie hydroélectrique. Alors depuis 1983, la gestion de l'eau pour l'usage urbain a été déléguée au niveau municipal. Tout cela, ça représente un certain nombre de problèmes puisque bien souvent les municipalités au Mexique n'ont pas les moyens techniques, financiers ou encore humains qui leur permettraient d'assurer un service de qualité. Donc tout cela se traduit par un service intermittent. On a la moitié de la population au Mexique qui a de l'eau potable en service intermittent. Et c'est pourquoi d'ailleurs les citernes sur les toits font partie intégrante du paysage urbain. Il y a un vrai sujet autour de l'efficience en ce qui concerne l'eau potable au Mexique, puisque seuls 50 à 60% des volumes qui sont mis en distribution sont facturés. Alors bien souvent, on dit qu'on perd la moitié de l'eau en fuite. La réalité est un peu plus compliquée que ça. En effet, il y a une partie qui est perdue en fuite, mais il y a aussi beaucoup de volumes qui sont malheureusement pas comptabilisés, soit parce que les compteurs ne fonctionnent pas bien, soit parce qu'ils n'existent tout simplement pas. Et puis, avec la sécheresse et le manque d'eau qui s'est accentué au cours de ces dernières années, on a aussi la pratique du vol d'eau qui est malheureusement de plus en plus commune, qu'on appelle ici le huachicoleo del agua. Et on a notamment plusieurs États de la République mexicaine qui sont fortement touchés par ce phénomène. Je pense par exemple à l'Estado de México, donc la grande banlieue autour de Mexico, ou encore à Oaxaca. Ces deux États dans lesquels les gens malheureusement souffrent de pénurie et on va voir un va-et-vient constant de la part des pipas. Le problème avec ces volumes qui ne sont pas facturés, même s'ils ne sont pas perdus en fuite, c'est que finalement ils viennent impacter négativement les moyens financiers qu'ont les services d'eau. Donc concrètement, puisqu'ils encaissent moins en raison de ces volumes non facturés, ils n'ont pas les moyens de faire les investissements nécessaires pour la maintenance et le renouvellement des infrastructures, ce qui engendre plus de fuites, et donc c'est un cercle vicieux. La problématique est d'autant plus gênante au Mexique que les gouvernements locaux, donc aussi bien les États fédérés que les municipalités, ne peuvent pas demander des prêts auprès d'institutions financières internationales. Donc concrètement, tous les bailleurs de fonds que l'on connaît, comme la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement ou encore notre agence française de développement, ne peuvent pas financer de projets à l'échelle locale au Mexique pour financer la maintenance et le renouvellement des infrastructures. Donc ça, c'est une vraie difficulté. La seule institution qui a les moyens de le faire, c'est la Banque de développement nord-américaine, la NatBank, puisqu'elle est légalement constituée au Mexique. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont une limite un périmètre de 200 km au sud de la frontière avec les États-Unis.
Voilà, donc ça, ce sont un peu les limitations qu'on a en termes de financement. Et enfin, on a un vrai problème autour de la gouvernance, puisque au Mexique, nous avons des élections municipales tous les 3 ans, ce qui engendre malheureusement un turnover assez important. Après chaque élection, on a un renouvellement des équipes, et ça nuit grandement à la continuité institutionnelle. Or, les projets qui sont liés à la gestion de l'eau nécessitent de s'inscrire dans le temps long. Alors malheureusement, la question de la gestion de l'eau au Mexique est extrêmement complexe, et donc s'il existait une solution magique, il y a bien longtemps qu'elle serait mise en œuvre. Je pense qu'on peut tout de même avoir quelques pistes de réflexion. La première, c'est la question du financement. Le renouvellement des infrastructures risque bien de devenir complètement infinançable au vu des montants qui sont en jeu. Donc je pense qu'il faut sortir du tabou de la participation du secteur privé, qui serait à même d'apporter du capital, un peu sur le modèle des délégations de services publics comme on peut l'avoir en France. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir une privatisation, puisque le secteur public reste propriétaire de l'infrastructure et exerce un contrôle sur l'opération, mais ça nous permet d'injecter du capital de la part du secteur privé pour pouvoir financer les travaux. Dans son plan de Mexico, donc la stratégie de développement annoncée par Claudia Sheinbaum pour les 6 prochaines années, ce qui correspond à son mandat, elle incitait justement à mettre en place des modèles d'investissement mixtes public-privé. Donc je pense que nous allons dans le bon sens. Il faut aussi avoir une vraie réflexion sur le tarif. Là, j'étais impacté de voir que sur ma dernière facture d'eau, j'ai bénéficié d'une subvention à hauteur de 89%. Or, je ne vis pas dans un quartier populaire. Donc ça, ce n'est pas juste. Et je pense que c'est absolument essentiel d'avoir une vraie tarification sociale, mais pour cela, ça implique que les gens les plus défavorisés puissent bénéficier des aides, mais que ceux qui aient les moyens de payer paient le prix juste de l'eau pour ne pas impacter négativement les ressources financières des services d'eau. On peut aussi essayer de sortir des sentiers battus. C'est ça qui est intéressant finalement dans les moments de crise, c'est que ça nous force à trouver de nouvelles idées. Dans la zone métropolitaine de Mexico, la pluviométrie est supérieure à celle de Londres. Donc on a notamment des ONG, une ONG mexicaine qui s'appelle Isla Urbana, qui installe des systèmes de captation d'eau de pluie dans les habitations des zones qui sont les plus affectées par les coupures d'eau. Alors le problème qu'on a ici, c'est que la saison des pluies se concentre sur 3 mois, et donc cela pose un problème pour le stockage de l'eau avec le développement des bactéries. Mais là encore, on a des acteurs locaux justement qui travaillent à ces questions. On a notamment une start-up qui s'appelle Yonaje, qui a développé une technologie qui utilise justement de la nanotechnologie qui permet de traiter l'eau et de la stocker pendant un temps plus important. D'après ce qu'ils me racontaient eux, en tout cas ce sont leurs chiffres, grâce à leur solution, un ménage au niveau de la zone métropolitaine de Mexico avec de la captation d'eau de pluie pourrait subvenir à ses besoins pendant 8 mois. Alors bien sûr, l'idée ici n'est pas de remettre en cause complètement le modèle en réseau, mais je pense que ces solutions décentralisées peuvent être intéressantes justement pour essayer de diversifier un petit peu les sources d'approvisionnement en eau potable. Et enfin, il est absolument nécessaire d'avoir un réel changement de paradigme et de ne pas uniquement se contenter de travailler sur l'offre, c'est-à-dire produire plus d'eau en perforant plus de forages, en construisant de nouveaux barrages, plus d'aqueducs, etc., etc. Mais il faut aussi travailler, alors même si c'est essentiel, il faut aussi vraiment travailler sur l'efficience, puisque malheureusement, injecter plus d'eau dans un réseau qui est fuyard consiste à alimenter des fuites. Et c'est pour ça que la maintenance et le renouvellement des infrastructures doit être une priorité absolue. En tout cas, c'est le message que nous portons chez Altereo.